Bonjour à tous. Donc, Anne-Sophie Basquin, je pense qu'il y en a certains qui ont eu l'occasion d'avoir un contexte un peu particulier, sûrement des mails de ma part. C'est bien. Voilà, ça fait plaisir de vous rencontrer. Certains verront au moins également à quoi je ressemble, parce que je suis arrivée à la FDSEA récemment, je suis arrivée en tout début d'année. Dans mon expérience professionnelle, j'ai travaillé cette année en cabinet d'avocat. Voilà. Donc j'interviens maintenant à la FDSEA pour tout ce qui est la partie conseil juridique en droit social, donc droit du travail et droit de la sécurité sociale. Et donc on va être dans le contexte tout de suite au niveau de la présentation de ce soir en ce qui me concerne, puisque ça va être également les deux volets de cette période de Covid. Pour la foire de Chalon, vu qu'Adrien vous utilise un petit mot, donc pas sur la fiche de paye, sur la fiche de poste. Et donc, je serai là le 9 septembre, voilà, sur un stand à la foire. Donc, voilà, j'espère vous y rencontrer. Alors, j'espère que je parle assez fort. Pas hésiter à faire peut-être un petit mot, mais je pense que je parle assez fort. Oui. Tu veux faire passer les slides? Oui. Ah, il faut que j'appuie. D'accord, voilà, super. Ouais. Je vais appuyer dessus. Les flèches, elles marchent pas. Oui, les flèches, ça va être mieux. Super. On fait comme ça. Okay. Super, impeccable. Donc, un petit rappel, puisque c'est l'objet de notre présence ici ce soir, c'est donc le rappel des obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail. Donc, en effet, le Code du travail prévoit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Parce que dans cette période de Covid, il y a la sécurité évidemment physique, mais aussi mentale, qui est importante. Donc, ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, mais des actions aussi d'information et de formation. C'est ce qu'on va voir juste après, parce que là, il y aura bien les deux également en ce contexte. Donc, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Et il doit également l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Puisqu'effectivement, le Code du travail prévoit également que l'employeur est responsable de l'adaptation à l'homme de son poste de travail et de ses conditions de travail. À l'inverse, depuis 4 ans, c'est quand même bien de le rappeler, c'est une obligation forte, mais cette obligation, c'est une obligation qu'on dit maintenant de moyens renforcés, c'est-à-dire que voilà, c'est plus une obligation de sécurité qui est absolue et qui doit être de résultat, c'est-à-dire que si le résultat n'est pas atteint, vous êtes forcément responsable, mais c'est de moyens renforcés. Ce qui veut dire qu'il incombe du coup à l'employeur de garantir l'absence de de ne pas garantir l'absence de toute exposition, mais de les éviter le plus possible. Donc, en cette période Covid, pendant donc, les vendanges, on va parler exclusivement des vendanges ce soir, sinon ça aurait été un petit peu plus long. Donc, la responsabilité de l'employeur est évaluée, et sera évaluée au cas par cas, au regard de 4 critères qui ont donc été fixés. Donc, la nature des activités du salarié, son niveau d'exposition au risque, mais également les compétences de l'intéressé et son expérience. Tu veux que j'aille un petit peu plus là-haut, c'est ça? Je vais essayer. Et enfin, l'étendue des mesures prises par l'employeur, donc notamment en termes de formation et d'information au niveau de l'organisation du travail et des instructions qui seront délivrées par la chaîne hiérarchique. Donc tout ça, concrètement, ça va notamment passer beaucoup par des affichages. Ça marche. Voilà. Hop, comme ça devrait aller, je pense que ce sera... Donc, il va vous incomber en tant qu'employeur, du coup, d'évaluer la situation actuelle et donc de procéder à l'évaluation des risques encourus sur les lieux de travail en fonction donc, de la nature du travail à effectuer. Donc, concrètement, c'est mettre à jour vos DUER. Je pense que c'est déjà fait, j'espère. Déterminer en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes à mettre en place. Donc, pour ceux, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, mais quand des représentants du personnel, évidemment, vous s'y associez vos représentants. Et surtout, solliciter, lorsque donc, cela est possible, évidemment, je le mitige, mais les services de la médecine du travail. Elles ont quand même une compétence en cette matière. Elles ont une compétence en cette matière, d'autant plus en cette période. Donc, ne pas hésiter non plus à demander du coup conseil lorsque justement vous allez adapter telle ou telle chose à avoir. J'ai même envie de vous dire, c'est peut-être pas très sympa pour les services de la médecine du travail, Michael, écoute, il faut faire un mail
pour demander au moins des informations, même si on ne vous répond pas, on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir demandé. Donc, le fait de ne pas avoir de mail en retour ne veut pas dire que votre mail il est vain. Après, je sais que, bon, voilà, évidemment, c'est espérer une réponse, mais bon, tout le monde est aussi pas mal surchargé au niveau des services, mais voilà, pas hésiter non plus, on sait s'il y a une question à nous les solliciter. Et donc, enfin, respecter évidemment les gestes barrières qui sont préconisés par les autorités sanitaires. Donc, c'est surtout ça qu'on va regarder ce soir. Une obligation également qu'il ne convient pas oublier, c'est celle des salariés. Parce qu'il n'y a pas que l'employeur qui a des obligations. Une fois que vous avez justement rempli, entre guillemets, votre part du marché qui est de procéder par voie d'affichage, faire respecter les gestes barrières, voilà, tout ce qu'on va voir ensuite ensemble dans les différents slides, il est de la responsabilité de vos salariés après de les respecter. En effet, il y a des sanctions qui peuvent être prises. Si tel ou tel salarié, pendant les vendanges, ne respecte pas les gestes barrières, il y a des sanctions qui peuvent être prises, mais au-delà de peuvent être prises, j'ai envie de vous dire, doivent être prises. Donc, ça peut également être une bonne chose. Alors, je sais que vous allez me dire, ça va faire beaucoup d'affichage, mais ça peut être bien aussi de faire un affichage sur ce point et de leur rappeler que, concrètement, s'ils ne respectent pas les règles qui ont été fixées et les règles sanitaires que vous avez rappelées par voie d'affichage, mais aussi à l'oral, et que vous allez veiller chaque jour, eh bien, les sanctions peuvent également être encourues et que, concrètement, vous pouvez très bien les mettre à pied et les renvoyer, du coup, à leur domicile ou autre, si nécessaire. Alors, en pratique, comment est-ce que je vous préconise de vous organiser? Parce que finalement, on a eu le plan de déconfinement au niveau national qui a été rendu. Il y a plein de préconisations de données, mais finalement, c'est à nous, après, filière par filière, métier par métier, secteur par secteur d'activité, d'un petit peu se débrouiller. Bon, après, ça reste en ligne pour tout le monde. Effectivement, on connaît tous les gestes barrières, on sait tous ce qu'on doit faire, ne pas faire. Mais après, concrètement, surtout dans le contexte des vendanges, c'est quand même relativement compliqué. Donc, avant de commencer à faire travailler les saisonniers qui vont arriver, donc bien briefer les éventuels salariés permanents qui sont sur place, les rassurer et surtout, donc avant la première journée de vendange, nommer un référent Covid, si ce n'est pas déjà fait. Peut-être qu'ils l'ont déjà fait, je ne sais pas. Non, ils ne vont pas le faire. On va avoir une slide après pour vraiment comment on fait par rapport à ça, mais bien y penser, donc du coup, bien avant le premier jour des vendanges. Prévoir largement, évidemment, les moyens d'hygiène, des solutions hydroalcooliques, des bidons d'eau, des essuie-mains jetables, des sacs poubelles, des lingettes désinfectantes pour le matériel, des bouteilles d'eau individuelles. On viendra également de noter chaque personne, voilà, quitte à prévoir un stabilo par personne au jour où vous venez faire signer le contrat le premier jour. Voilà, de bien dire, voilà, la bouteille d'eau, après, vous en fournirez d'autres, mais en tout cas avec un marqueur pour qu'ils marquent bien leur nom dessous. Afficher très largement les recommandations, donc c'est ce que je disais. Donc là, il va y avoir une question, je pense, qui va tout de suite surgir, c'est pour les travailleurs étrangers. Comment on fait pour les affichages? Parce que si j'écris tout en français, comment est-ce que les travailleurs étrangers vont faire pour comprendre? Alors, si vous pouvez les mettre également en anglais, vous êtes sûr comme ça d'être pile poil, mais également il y a beaucoup de pictogrammes, d'images qui peuvent quand même permettre de bien se comprendre et de savoir quand même les gestes à effectuer. S'assurer également que les personnes qui peuvent venir de l'extérieur, notamment les livreurs ou autres, ne pénètrent pas dans les lieux fermés auxquels auront accès les vendangeurs du coup. Donc, notamment local repas ou éventuellement vestiaire. Et enfin, sans oublier les précautions habituelles. C'est une grosse crainte qu'on a un peu tous, c'est qu'il y a beaucoup de risques quand même pendant les vendanges qui peuvent arriver, beaucoup de choses auxquelles il faut veiller. Donc, il ne faut pas non plus que se focaliser sur la Covid, il faut aussi se dire, voilà, je garde quand même en tête bien tout mon DER, si j'ai envie de dire, et tous les risques qui peuvent arriver pendant la période de vendange. Donc, adaptation au niveau de l'organisation du travail, donc plusieurs solutions évidemment cumulatives. Donc, modifier les amplitudes horaires afin, si possible, de décaler les équipes. J'ai envie de dire surtout le premier jour, parce que comme vous allez avoir tous les contrats à faire signer, pas faire venir tout le monde en même temps, réussir à décaler un petit peu tout le monde.
Éviter les arrivées et les départs collectifs parceliers. Fractionner les pauses, donc évidemment on pense plus au repas, voilà, et organiser les déplacements surtout vers les parcelles. Donc évidemment, ce qui est préconisé, c'est de ne pas faire de transport collectif. Vous pouvez dire du coup aux différents vendangeurs d'utiliser individuellement leur véhicule si c'est le cas, voire de même se rendre directement sur la parcelle, de se changer dans son véhicule, c'est un contexte exceptionnel. On espère que ce ne sera pas pareil l'année prochaine, mais là ça va être comme ça. Et puis de retourner directement après le travail à son domicile ou au lieu qu'il loge. Et ne pas forcément du coup repasser directement au siège ou autre au niveau de l'exploitation. Lorsque ce n'est pas possible, évidemment, eh bien, qu'il y a des véhicules collectifs qui sont obligés d'être empruntés. Donc, bien respecter le principe de la croix, pas l'un derrière l'autre au niveau du véhicule, et éviter qu'il y ait des personnes les unes à côté des autres. Et évidemment, comme c'est un lieu clos, masque obligatoire. On peut éviter, mais on peut mettre dans notre place, on peut mettre 9 personnes avec les masques. C'est ça. En rentrant, en sortant, c'est ce qui est préconisé. Et effectivement, on met le masque. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a le droit qu'on a le passage. Comment ça, on a le droit ? Un véhicule particulier, qu'on a le passage. Ah bah ça, là, pour le coup, c'est le code de la route qui s'applique, c'est au nombre de ceintures que vous avez dans le véhicule. Est-ce que tu peux répéter la question? Ah oui, bien sûr. La question était du coup de savoir au niveau de combien de personnes dans un véhicule est-ce que l'on peut accueillir. Donc, c'est le code de la route là, qui s'applique donc au nombre de ceintures prévues dans le véhicule en sécurité, mais après, voilà, évidemment, avec le masque. À l'heure actuelle, oui. Alors, c'est ça tout le problème. C'est que finalement, ce que je vous dis ce soir, c'est un peu frustrant, vous avez malheureusement un peu l'habitude, ça peut changer demain, donc il faut suivre. À l'heure, c'est ça. On peut. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, tout ce qui est coactivité, évidemment, il va falloir l'anticiper très fortement. Donc, prévoir un flux de déplacement pour tout ce qui est dans le lieu, cours, repas, vestiaire ou autre, avec un sens d'entrée, un sens de sortie, comme c'est le cas dans tous les magasins depuis un certain nombre de mois maintenant. Donc, privilégier le marquage au sol pour respecter la distanciation et limiter le nombre de personnes dans les lieux. Ça, évidemment. Mettre à disposition, évidemment, le gel hydroalcoolique ou autre. Interdire tout contact. Poignées de main, évidemment, bise également. Mais en tout cas, les interdire totalement. Organisation des vestiaires, donc on en a parlé rapidement tout à l'heure. Donc, à mon sens, c'est mon sens à moi. Je ne sais pas comment sont faits les vestiaires pour ceux qui en ont. Généralement, c'est quand même relativement petit. À mon sens, une personne à la fois. J'ai mis après entre parenthèses 2 maximum si vous jugez qu'ils sont assez grands. Voilà. De toute façon, essayez de privilégier le plus possible, comme on disait tout à l'heure. Au pire, le change, soit le bien habillé, soit le change dans la voiture personnelle du salarié s'il se rend avec son véhicule. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais s'il y en a quand même 3 ou 4, c'est toujours 3 ou 4 qui ne vont pas aller au vestiaire. Évidemment, également au niveau du vestiaire ou des repas, je vais leur dire un petit peu après, mais bien aussi veiller au niveau des affichages à s'ils se lavent les mains, s'il y a une robinetterie, c'est pareil, il y a sur le site du ministère pas mal de pictogrammes d'affichage déjà plutôt bien faits pour dire comment, alors c'est pas comment se laver les mains, enfin seconde, ceci, cela, c'est vraiment bien dire si c'est pas un lavabo automatique avec un évier automatique ou autre, comment refermer l'évier ou autre. Ça paraît très bête, mais c'est ce qui vous couvre. Le salarié ne pourra pas dire qu'il ne savait pas qu'il fallait faire comme ci, comme ça. Et enfin, ça va vous paraître peut-être évident également, mais lorsque vous constituez des binômes ou des trinômes, évitez de les modifier. On essaye le plus possible de les garder, si possible, tout au long de la vendange comme ça. Donc, au niveau là maintenant du travail dans les parcelles, donc on privilégie le plus possible l'activité individuelle. On fait travailler les salariés donc seuls, si possible, dans les rangées, mais en respectant les distances, donc là évidemment d'1 mètre, en évitant le plus possible le face-à-face. Ce n'est pas interdit, si on en parle vraiment strictement, ce n'est pas interdit d'être en face-à-face si on porte un masque. Donc je pense que ça va quand même être compliqué dans les parcelles d'avoir les vendangeurs avec des masques toute la journée. Donc la solution c'est ça,
c'est d'essayer d'être vraiment au niveau des rangées les rendre le plus individuel possible, avec des grandes distances, et surtout d'éviter les face-à-face. Lavage des mains, on l'avait dit tout à l'heure, avant de monter dans le véhicule, mais après aussi être descendu du véhicule. Ça peut paraître bête, même si on a fait 5 minutes de voiture, mais là par contre, c'est clairement prévu dans le plan de déconfinement et dans les mesures, donc c'est lavage de mains avant, après. Lorsqu'il est indispensable que plusieurs salariés soient sur donc une même tâche, on l'a dit, donc on ne change pas les binômes, et on limite le plus possible les rotations de poste dans la journée. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là sur les parcelles. Ça vous paraît faisable? C'est plus pour moi un retour pour moi, je vous avoue. Non, ça va être difficilement faisable. Ou... Ouais, donc ça paraît faisable finalement. Oui, donc ça paraît en tout cas faisable. Donc, privilégiez évidemment les outils individuels que vous allez attribuer. Même chose que pour la bouteille d'eau dès le départ, marqueur, et comme ça, le salarié marque lui-même avec son marqueur son nom. Évidemment, les outils et matériels qui, là, pour le coup, n'ont pas le choix, doivent être partagés, doivent être régulièrement nettoyés. Donc, vous allez me dire, c'est quoi régulièrement nettoyer? J'ai envie de vous dire, à chaque fois qu'ils ont les lingettes nettoyantes et qu'ils sont obligés de le donner à leur binôme ou autre, on nettoie entre deux. C'est l'idéal. Et comme ça, on évite tout risque. Et évidemment, dans tous les cas, à la prise du poste et quand on quitte le poste le soir. On ne sait pas qui va pouvoir toucher le matériel après, sait-on jamais, et on ne sait pas qui l'a touché entre deux. Donc le matin, quand on arrive, on nettoie. Pour se passer les charges, évidemment, on pratique donc la pose, dépose pour éviter les contacts directs qui pourraient arriver, notamment au niveau des mains. Au niveau de l'utilisation des engins et des machines, donc on essaye de limiter le plus possible à une seule personne. Je ne vais pas vous dire qu'on va attribuer tel matériel à qu'une seule personne, on sait bien que ce n'est pas possible. On essaye juste de le faire le plus possible. Et puis après, c'est la même chose que pour les outils et matériels qui sont partagés. Nettoyage le plus régulièrement possible dès que nécessaire. Donc, pour les temps de repas et de pause, on priorise si possible le retour à domicile. Rigolez pas, c'est ce qu'on nous dit. Je vous le dis. Si pas possible, donc on invite le salarié à la prise de repas seul. Évidemment, c'est aussi si les conditions climatiques le permettent. Après, s'il a son véhicule, on peut lui dire d'aller le prendre dans son véhicule également. Voilà. Bon, dans les cas de restauration collective, qui est quand même concerne le plus grand nombre de personnes, en général, donc organisation stricte avec le respect d'un nombre maximum de personnes que vous fixez par rapport à la place de votre réfectoire ou de la salle de repas. On le fait dehors si on peut. C'est possible de sortir la table avec les chaises, ça fait du boulot, mais donc du coup vous êtes directement dans un lieu qui est aéré, ça pose pas de soucis et on est bon. Évidemment, donc respect des gestes barrières, port du masque à l'entrée et à la sortie, comme les restaurants, par la table. On fait là par contre obligatoirement en quinconce, pas de face à face, et on laisse une place à chaque fois pour bien respecter le mètre de sécurité entre chaque table. Au niveau, je ne l'ai pas mis dans mon slide, j'y ai pensé après, des personnes qui font les repas. Essayez de prioriser, d'acheter, ne criez pas, des choses faites individuelles qui peuvent s'ouvrir et être jetées comme ça après directement à la poubelle, enfin voilà, dans des plats individuels ou des choses comme ça. Alors je sais qu'il y en a certains qui ont dit qu'il ferait plutôt appel du coup à un traiteur. C'est une mauvaise idée, c'est une idée. Parce que c'est vrai qu'après, tout ce qui est la personne qui vraiment va faire le repas a une véritable responsabilité. Donc ça je l'ai dit, en décalé, utilisation donc oui, de couverts personnels ou jetables. C'est vrai que s'il y a vous avez tous les ans les mêmes vendangeurs qui reviennent, pourquoi pas leur dire dans ces cas-là tu peux amener tes couverts ou autres aussi avec toi. Ah oui, tout à fait. Je sais bien, mais on les touche. C'est ça, c'est que si vous voulez, vous allez, là c'est plus aussi pour vous qui allez par exemple aller jusque le lave-vaisselle ou autre, si vous ne lavez pas bien les mains ou que vous touchez le visage à ce moment-là, ça va quand même très vite. Que là, vous avez les couverts et tout ce qui est vaisselle jetable, le salarié se débrouille tout seul.
il prend, il se sert, il va le mettre à la poubelle, c'est fini. Personne n'y touche. On nous dit de faire attention à l'environnement, ça va pas dans le bon sens. Alors là, ça fait des années où on fait des efforts de ce côté-là. On nous bassine qu'il faut produire plus propre, ça être plus clair. Alors là, la Covid, on ne va pas la faire. On espère que c'est temporaire. Oui, mais après, quand on prend des mauvaises habitudes, c'est du mal à revenir. Je vais faire du mauvais humour, hein. Mais vous savez, un dossier qui va aller au tribunal, ça va être plein de papiers, c'est pas très bon non plus. Hein. Après, ça peut être bien que c'est pas votre faute et que c'est leur faute à eux. Et qui c'est qui prend si on ne sait pas? Il faut montrer que c'est ce qu'on disait au départ, enfin, c'est ce que je disais au départ, en fait, c'est montrer que vous avez tout mis en œuvre, que ça n'arrive pas. Si après, il y a quelqu'un qui attrape le Covid pendant les vendanges, bon, bah, c'est tout, ce sera de démontrer, voilà, j'ai pris des affichages, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai tout mis en place. Je ne pouvais pas éviter, c'est que manifestement, parce qu'on ne peut même pas prouver, le salarié qui rentre chez lui, il va le contracter, on ne sait pas s'il ne l'a pas attrapé, finalement, son conjoint, qu'il l'a eu lui-même à son travail, ou autre. Donc on ne pourra jamais savoir. Ce qu'il faut, c'est par contre pouvoir dire, moi j'ai pris toutes les mesures nécessaires, il n'y a pas de risque zéro, c'est arrivé, il est tombé malade, bah, peut-être même pas chez nous, voilà. Et votre responsabilité, du coup, celle-là, pour le coup, sera dégagée. Et sinon, c'est en pourquoi? Ah bah, sinon, c'est au niveau du tribunal des affaires de la sécurité sociale, c'est une faute inexcusable, parce que ça va être reconnu comme maladie professionnelle. Ça peut être au pénal, si c'est vraiment grave, c'est le correctionnel. Et puis, bah, ça peut être une prise d'acte de la rupture, contrat de travail, ou droit de retrait, en disant, là, je suis trop en danger, ou j'ai été mise en danger. Donc là, dans ces cas-là, c'est un conseil de prud'homme. Donc, pour le logement, je ne sais pas si on a beaucoup qui logent. Oui. Ouais. Donc, bah, on évite le plus possible la présence de plusieurs salariés, donc on évite les chambres collectives ou les dortoirs, sauf famille. Ça, évidemment, il n'y a pas de souci. En cas vraiment d'impossibilité, on espace le plus possible des lits, 1,50 m minimum. Et en plus de ça, on doit installer soit un écran contreplaqué, plexiglas, ou alors un film plastique entre chaque lit. Je ne sais pas qui a mis film plastique, honnêtement, c'est un copier-coller. Je pense que j'aurais dû mettre un guillemet pour dire que ce n'est pas ma formule, mais c'est ce qui est indiqué. Ouais, bah, on verra. Bon, après, je ne sais pas exactement. De toute façon, un film plastique, j'ai envie de dire, c'est pas, même à installer, c'est pas hyper pratique. Donc, je ne sais pas trop si c'est ce qui sera privilégié. Mais... Donc, mise à disposition du linge de toilette individuel. Bon, je pense que tous les ans, ça, c'est le cas. Et produits désinfectants à volonté, en fait. Vraiment qu'à disposition de chaque chambre, il y ait vraiment le gros bidon gel hydroalcoolique et les lingettes désinfectantes. Nettoyage des chambres tous les jours et évidemment des installations communes plusieurs fois par jour. Pour le petit déjeuner, on exclut totalement du coup cette salle de repas qui j'imagine est la même que pour les repas du midi. Les personnes qui arrivent ne viennent pas prendre le café le matin ou je ne sais quoi avec les personnes qui sont restées et qui étaient logées pour éviter un petit peu du coup que tout le monde se mélange. Alors, une fois ces mesures prises, on a fait le tour, c'était pas mal déjà, je pense. Donc, il faut vérifier, c'est votre responsabilité de vérifier au quotidien que non, c'est respecté. C'est là qu'on rejoint tout à l'heure mon propos. S'il n'est pas respecté, pas manquer de dire aux salariés que les sanctions pourront être prises, puisque c'est des obligations qu'ils doivent remplir. Donc, on vérifie bien également au départ la bonne compréhension des consignes. On vérifie le port des EPI, évidemment, et donc de toutes les consignes de sécurité. Donc là, j'insiste, mais aussi, au-delà du le Covid, mais aussi tout ce qui est dans le vote des UER et tous les autres risques, pas les oublier. C'est dommage d'avoir un accident et de voir votre responsabilité, par contre, engagée pour autre chose que le Covid, parce que vous vous êtes focalisé dessus. Vérifier la bonne application des procédures de nettoyage prévues lorsque vous dites justement lavage des mains avant de rentrer dans le véhicule et après on vérifie que ce soit fait. Alors concrètement, quand je dis vérifier, je me doute bien que vous n'allez pas être à la sortie de tous les véhicules ou autres. C'est de justement essayer de vérifier le plus possible
que c'est respecté, que certaines personnes en disant est-ce que tu as bien fait, quand vous prenez bien, est-ce que tu as bien fait ci ou ça, ou est-ce que les collègues ont bien fait ci ou ça. Et prendre régulièrement des nouvelles de la santé du coup des salariés. Ça me fait me rendre compte que je pense qu'il y a un slide qui a pu être oublié tout à l'heure. Parce que je vais repenser à quelque chose, ça va me revenir, mais à mon avis, j'ai dû passer un slide tout à l'heure, j'y reviendrai, je ne sais plus comment. Vous avez parlé des habits de pluie? Des habits de pluie? Non. Non. De toute façon, après, c'est individuel, les habits de pluie. Au niveau de tout ce qui est équipement, quand vous mettez les habits de pluie, après, ça reste individuel auprès du salarié. Oui, mais oui, non, ça dépend s'il fait toute la remanche. Ouais. Le soir pour le lendemain, est-ce qu'il faut bien appliquer? Qu'est-ce qui est obligatoire? Normalement, il y a. Alors, ce qui est obligatoire, c'est que. Enfin, ce qui est préconisé, pardon. Ce qui est préconisé, c'est que ce soit l'employeur qui ait cette charge, évidemment, du nettoyage. Et ce qui est, par contre, obligatoire, c'est un nettoyage entre chaque. Mais par contre, ça doit rester individuel. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Il ne faut pas que l'habit de pluie de X se retrouve sur Y le lendemain. Et c'est effectivement par rapport à ça que j'avais fait, à moins que ce soit après, mais il me semble que je l'avais fait avant. J'avais fait un slide sur nommer, enfin, communiquer le plus possible par téléphone. Donner des instructions la veille. Vraiment, tout le monde a un téléphone. Donner les instructions par SMS la veille. Et si pour vous, c'est une charge trop lourde de tout faire, si vous avez un permanent ou un vendangeur qui vient tous les ans, vous pouvez en déléguer. Déléguer quelques équipes et dire, bon ben voilà, toi tu diras bien que c'est sur telle parcelle, on travaille comme ci, comme ça, d'organiser comme ça la veille pour le lendemain et d'essayer de gérer le plus possible comme ça à distance. Et de leur faire prendre l'habitude du coup aussi. Et est-ce qu'ils peuvent repartir avec les lunettes, leur seau et les habits de pluie? Ah bah, c'est recommandé même. En fait, que vraiment, à partir du moment où vous leur mettez au début du contrat à leur disposition et qui vous les rendent à la fin des vendanges. En fait. Donc le fait sinon, dans le cas contraire, de marquer tout en fait. De nominativement chacun, et comme pour sa bouteille d'eau ou autre, là, tous ces habits ou autres, qu'ils sachent que voilà, c'est nommé, c'est à telle personne. Ça lui est attribué en fait au fond de la manière. Alors, le soir, il y avait tous les paniers qui étaient descendus du camion. Chacun prenait un panier, le nettoyait et le laissait sécher, puis normalement, on reprenait. Donc là, ça va être possible parce qu'ils vont toucher le panier de la personne qui a. L'idéal, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un référent, en fait, une personne qui se charge de ça. Nettoyer les paniers tout le monde et avant, c'est les arrêter. C'est ça. Personne ne touche. Non, bah non, parce que là, pour le coup, si tout le monde met les mains dedans, c'est pas possible. Parce que même la technique, pendant un temps, on s'était dit, bah, pourquoi pas utiliser des gants? Les salariés aillent chercher, prennent un gant. Parce que finalement, vous mettez des gants, mais pour une technique, ce n'est pas comme ça, des gants, vous les mettez, moi, en 2 secondes, je vous mets, en fait, finalement, on a contaminé le gant, c'est comme le port du masque. Finalement, le port du masque, il y a beaucoup plus de personnes qui l'utilisent mal et qui prennent des risques que les personnes qui l'utilisent comme il faut. Hein. Alors, donc, du coup, 2 éléments à bien garder en tête. Il ne faut pas uniquement se focaliser sur les risques liés au Covid, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, et donc l'implication des salariés dans la mise en place de ces mesures. C'est leur implication qui, finalement, va vraiment permettre de garantir du bon fonctionnement et de comment les vendanges vont bien se passer. Donc, préparer en amont également la prise en charge d'un cas suspect d'infection, parce que malheureusement, ça peut arriver. Donc, il y aura du coup au moins un référent, comme on le disait au tout départ, Covid, qui devra être nommé. Pour cela, il faudra le former. Il y a, très honnêtement, une vidéo, c'est pour ça que je l'ai rajoutée, très très bien faite, un e-learning de la MSA qui a été fait, donc on a eu plusieurs, moi j'avais mis un lien Dailymotion, mais qui est très bien faite, où vous pouvez justement, concrètement, c'est mettre votre référent salarié devant un ordinateur, la vidéo elle dure 18 minutes, et ça lui explique la marche à suivre. Et à la fin, vous avez un petit lien sur lequel vous pouvez cliquer, où il y a une notice qui rappelle tout ce qui a été dit dans la vidéo et comment justement on doit réagir. Concrètement, comment on doit réagir, évidemment, on prévient les salariés que s'ils ne sont pas bien, ils restent chez eux, ils ne viennent pas travailler.
Parce que finalement, les symptômes, il y a un peu tout. Donc, il y a de la fièvre, il y a de la toux, mal à la tête, il y a des courbatures, il y a ceci. Donc, le salarié, s'il ne se sent vraiment pas trac, il reste chez lui. S'il se sent mal sur le lieu de travail, pareil, il en informe tout de suite la direction qui prend les mesures. Les mesures, c'est l'idéal d'avoir une pièce dédiée uniquement à ça. En gros, ça peut être une toute petite pièce. Mais une pièce qui ne servira qu'à aller isoler la personne qui, malheureusement, aura des symptômes. À ce moment-là, c'est là que le référent Covid intervient, entre guillemets, et voit avec un masque, évidemment, et il donnera un masque à la personne également ayant des symptômes, s'il n'a pas déjà un masque, pour voir avec, et qui gère du coup ensuite directement. Donc la procédure, c'est pareil, donc vous l'aurez, puisque de toute façon, on vous enverra. Voilà. C'est donc, comme je viens de vous dire, donc, ça va être de juger pour le référent des signes de gravité. S'il y a vraiment des signes de gravité, on appelle le SAMU d'office et c'est lui qui va venir intervenir. Par contre, s'il n'y a pas de signe de gravité réel, on prend par contre contact soit avec le médecin traitant, soit avec le médecin traitant, si c'est une personne étrangère, c'est pas compliqué. On prévient en gros un médecin du coin en lui disant voici les symptômes, ceci, cela, est-ce que je peux le renvoyer chez lui ou est-ce que vous me dites d'appeler le SAMU? Et c'est eux après qui gèrent. Dans tous les cas, il faut contacter les services de la médecine du travail pour les prévenir qu'il y a eu éventuellement un cas. Et c'est là seulement donc, que sera mis en place ou pas un éventuel dépistage ou autre. Ce n'est pas aux employeurs de gérer ça. Il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça, ce n'est pas aux employeurs de gérer ça. Comme ce n'est pas aux employeurs de prendre la température à l'arrivée ou autre. Il y en a qui peuvent le faire, ce n'est pas interdit si les salariés sont d'accord, mais concrètement, ça ne sert pas à grand-chose en plus. Et donc évidemment, informer tous les salariés du coup, surtout ceux qui ont éventuellement été en contact. Donc, si c'est une personne qui allait manger au réfectoire, ça veut dire qu'il y a tous les salariés qui mangent le midi, qu'ils se surveillent bien, et puis de continuer à redoubler de vigilance. Donc, un petit point quand même rapide sur les saisonniers étrangers. Donc à la base, au niveau des salariés, donc des travailleurs saisonniers étrangers, la carte de séjour elle est valable pour une durée de 6 mois par an. Donc, comme il y en a certains qui ont été empêchés de regagner donc, leur pays d'origine du fait de la fermeture des frontières le 16 mars, ils sont autorisés pour certains à travailler 9 mois. Donc ça peut aller jusqu'au 10 janvier 2021. Par contre, bien veiller que c'est le cas, ce n'est pas d'office comme ça. Voilà, donc bien être vigilant sur les périodes qui sont fixées par la carte de séjour du saisonnier que vous allez accueillir ou son renouvellement. Et donc enfin, pour entrer et travailler en France, les saisonniers étrangers doivent être munis lors du franchissement de la frontière et donc pendant le séjour de l'attestation de déplacement, mais aussi d'un des documents par les 3 suivants, la déclaration préalable à l'embauche, le TESA ou le TESA+, ou le contrat qui sera conclu. Tout en sachant que tout travailleur qui va résider plus de 48 heures sur le territoire français doit avoir normalement eu une quatorzaine dans son pays d'origine. Donc vous n'avez pas concrètement à organiser de quatorzaine ou autre lorsqu'il arrive sur votre exploitation, chez vous. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que je sais qu'il y avait certaines questions par rapport aux saisonniers étrangers. C'est pour ça que moi j'ai fait 2 petits slides dessus pour faire des rappels, mais il n'y a pas finalement grand-chose pour moi qui change. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Là, on doit faire envoyer le TESA avant qu'ils arrivent, c'est ça pour, L'un des 3 en fait. Ils doivent avoir soit la déclaration préalable à l'embauche, qui aura été faite, soit effectivement le TESA ou le TESA+, soit effectivement le contrat de travail, une copie du contrat de travail. C'est en cas de contrôle. Au niveau de contrôle. Ouais. Voilà. Puis j'ai remis quand même les liens utiles si vous avez d'autres questions, même en pleine vendange. Voilà, donc, pas hésiter à nous contacter, évidemment le syndicat général des vignerons, la MSA, mais aussi la préfecture quand même de la Marne et évidemment l'inspection du travail, s'il y a la moindre difficulté, qui eux aussi ont quand même des obligations pour vous épauler. Voilà. Merci.